à la limite habitués de voir sur l'ensemble du pourtour méditerranéen des feux de forêt intenses et la Corse. Mais par contre, on se rend compte que ce changement climatique et ce qui se passe actuellement nous raconte quelque chose de nouveau. En 2019, on avait des départs de feux dans les champs en Picardie, des territoires qui ne sont absolument pas habitués à vivre des feux. On n'a pas non plus de renfort de colonnes sapeurs-pompiers à ce moment-là parce que tout le monde est justement dans le sud. Et puis si on monte encore un peu plus haut, arriver jusqu'à l'Angleterre et voir une telle canicule frapper de plein fouet ce territoire qui est absolument pas adapté à ces températures. On peut aussi parler de la Bretagne. Ce qui me choque, c'est la dynamique de ce changement climatique au regard, nous, de notre sédentarisation et de ce sentiment à quel point on n'est finalement pas prêt. On multiplie les années records. Je crois qu'il n'y a que 2021 depuis 5 ans qui a échappé. Est-ce que cette année 2022 est particulièrement sèche, encore plus que toutes celles qui nous ont précédées, Maziza? En fait, il y a un nombre de signaux, de paramètres aggravants qu'on peut retrouver une année ou une autre. En 2019, c'était vraiment la canicule du mois de juin qui avait marqué tout le monde avec les 46 degrés dans le Gard. 2020, c'était vraiment l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. On avait 16 mois consécutifs entre 2019 et 2020 de records historiques de température. Et puis surtout, en juillet 2020, à peu près de la même manière que ce mois de juillet, on avait un déficit historique de pluie. Donc en fait, on a déjà tout eu. Et on a déjà eu un blocage anticyclonique durant la canicule de 1976, la sécheresse de 1976, qui avait effectivement empêché l'arrivée finalement de précipitations. Là, on a tout. On a tout et on a quelque chose de très nouveau qu'on n'a jamais eu. On a une période hivernale qui normalement sert à recharger les nappes, qui n'a reçu quasiment aucune pluie. Donc en fait, 4 mois historiquement secs, là où normalement la recharge est efficace. Le mois de mai le plus chaud jamais enregistré. Le deuxième mois le plus chaud, c'est le mois de juin. Et on arrive avec ce mois de juillet et 3 canicules successives. Je crois qu'on a tous les ingrédients dans la recette pour en faire une année hors norme et nous montrer à quel point on est en train de basculer sur quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Et je précise, peut s'adapter. Parlons solutions. On reparlera de l'agriculture et des villes dans les autres reportages. Comment l'industrie peut s'adapter, Maziza? Alors, l'industrie déjà doit, tout dépend si elle utilise majoritairement de l'eau et qu'elle la rejette dans le milieu. C'est-à-dire que en soi, l'industrie et ça a été dit, mais les centrales thermiques ou les centrales nucléaires sont les plus gros utilisateurs d'eau. Sauf qu'en fait, dans le ratio entre ce qu'ils utilisent et ce qu'ils rejettent dans la rivière, en réalité, eh bien, leur quota diminue de manière drastique parce qu'ils en rejettent beaucoup. Ça sert surtout, principalement, au circuit de refroidissement et à certains processus industriels. Donc, il y a 2 choses avec le monde industriel. C'est la qualité de l'eau en sortie, qui est une vraie question. Deuxièmement, la température de l'eau en sortie, puisque à un moment donné, on a un milieu qui est déjà aquatique à l'agonie. On a des sécheresses et des canicules qui viennent s'intégrer à ça. On y pense souvent très peu, mais le premier utilisateur de l'eau, c'est le milieu naturel et c'est le vivant. Et donc, il faut absolument essayer de respecter ça. Il y a des normes quand même très strictes pour le monde de l'industrie. Maintenant, il va falloir aussi réfléchir économie d'eau massive. Mais effectivement, la différence avec les agriculteurs, c'est que l'agriculteur, lorsqu'il utilise de l'eau, en fait, il ne la restitue pas au milieu, il l'utilise et elle se transforme ensuite en vapeur d'eau via l'évapotranspiration des végétaux et des plantations. Donc, en fait, on a 2 utilisateurs différents. Un gigantesque, mais finalement au final bien moindre, et un autre qui est bien moindre, mais finalement dont l'impact devient extrêmement important. Alors, je voulais vous soumettre une autre image qui a marqué l'été, me semble-t-il, c'est la Loire et le Rhin. À des niveaux bas. Je ne sais pas si on va les avoir à l'antenne. Je voudrais que vous nous commentiez ces images. Qu'est-ce qu'elles racontent, ces images de la Loire et du Rhin, la Loire en certains endroits à sec? Alors moi, ça me rappelle, j'avais regardé des études historiques qui nous montraient qu'en 1303, on traversait le Rhin à pied sec. Et c'était une image que j'avais du mal à finalement concevoir, même si je voyais que l'histoire nous raconte ces extrêmes climatiques. Et là, elle vient à nouveau nous le raconter dans un contexte où on n'est plus sur cette variabilité naturelle probabiliste d'extrêmes climatiques. On est sur une nouvelle tendance, sur quelque chose de nouveau. Est-ce que l'année prochaine, ce sera encore le Rhin qui
qui pourra être particulièrement touché, c'est une vraie question. Et puis il y a autre chose, puisque ce Grand Est qui est particulièrement concerné, il est concerné aussi parce que la mécanique actuelle qui conduit à ces sécheresses génère, au lieu de générer des dépressions, en fait, va générer donc des dépressions qui vont en le sens inverse des aiguilles d'une montre. Elle génère au contraire des anticyclones. Et lorsqu'on a des effets anticycloniques sur cette frange atlantique, en fait, au lieu d'avoir des apports d'humidité qui rentrent ensuite sur les terres, d'avoir des précipitations, par exemple à Brest, qui ensuite vont précipiter. Le 2/3 va se réévaporer immédiatement pour partir plus loin via des vents et donc emmener cette humidité dans les terres jusqu'à Strasbourg. Oui. Eh bien, lorsque vous inversez le cycle et que vous êtes dans une situation anticyclonique, vous prenez l'humidité des terres et vous l'emmenez plutôt au niveau océanique, c'est-à-dire qu'on perd notre humidité. Et donc, ce qui signifie qu'on a plus ce qu'on appelle cet effet de continentalité qui, normalement, permet à cette humidité de pénétrer très loin en profondeur et on se retrouve avec un Grand Est particulièrement à sec. Donc voilà, je crois qu'on est particulièrement fragile à ça. Ça explique aussi d'ailleurs la situation sur la Loire. L'ensemble du bassin de la Loire est touché. On voit d'ailleurs, on voit le bassin de la Loire à travers les arrêtés sécheresse. Donc on voit très bien à quel point c'est tout un secteur complet qui est concerné et avec effectivement tous ces utilisateurs de l'eau qui vont se retrouver à un moment donné dans une situation de conflit parce que si on a une part de gâteau, j'ai envie de dire, qui s'amoindrit un peu comme peau de chagrin, eh bien à ce moment-là, il va falloir choisir quel utilisateur on privilégie. Si on regarde le lac de Serponçon, par exemple, qui est aussi une image très marquante cet été. Eh bien, d'un côté, vous avez l'activité de plein air et de tourisme qui utilise cette zone comme une activité économique qui leur permet de vivre toute l'année. Et puis, en parallèle, vous avez EDF qui décide de mettre à l'arrêt le barrage et donc qui va avoir des pertes très nette et donc derrière un impact important sur le plan économique et donc finalement on choisit de ne plus produire de l'électricité mais on a aussi à l'aval les agriculteurs qui demandent de l'eau. Et qui est-ce qu'on choisit en sachant qu'il y a une part qui va aussi à des populations et puis qu'on a un milieu naturel au milieu. Et donc voilà, c'est toutes ces tensions qui commencent à se dessiner, qui sont nouvelles en France, c'est des choses qu'on connaissait dans d'autres pays et qu'il va falloir gérer avec le plus de conscience et d'anticipation possible pour envisager tous ces scénarios de manière la plus sereine en amont. La question du partage des ressources est la question clé quand on parle d'adaptation, Benoît Hartmann. Oui. Complètement, parce que je crois que c'est ça l'adaptation. L'adaptation, c'est d'abord adapter les consciences, c'est d'abord adapter les personnes et les accompagner. Et on se rend compte, moi je m'investis depuis plus d'une dizaine d'années déjà dans une association on forme des enfants aux gestes qui sauvent dans les zones inondables, aux économies d'eau et au changement climatique à leur échelle et pas celui qui se passe sur la banquise là-bas loin. Et en fait, on se rend compte à quel point les enfants ont besoin de comprendre. Et en fait, on a tous besoin de comprendre. Quand on voit le niveau d'éco-anxiété des jeunes aujourd'hui... C'était la question suivante, allez-y. Mais si on ne le prend pas en considération... Et la question, elle est posée à vous tous, spécialistes qui annoncez, et nous aussi journalistes, des mauvaises nouvelles en permanence. Comment on gère ça ? Eh bien, je crois qu'on gère beaucoup mieux lorsque les gens comprennent. Et c'est la première étape. À partir du moment où on comprend et qu'on identifie et qu'on finalement délimite totalement la problématique et les solutions, en fait, il n'y a plus qu'après à les mettre en œuvre. Et c'est pour ça que je garde le sourire toujours, parce que finalement, il y a tellement de choses à faire. Les enfants comprennent, les ados comprennent, on les accompagne, les familles comprennent, parce que moi j'accompagne depuis des années des familles qui sont en zone inondable, dans des zones vraiment où on peut avoir jusqu'à 2 mètres de hauteur d'eau dans les rues de Nîmes, aller leur faire comprendre qu'il y a 2 mètres de hauteur d'eau et qu'il va falloir construire un niveau refuge, parce que sinon, ils ne pourront peut-être pas survivre à cet événement. Et pourtant, on sait adapter maintenant le bâtiment, on sait les accompagner pour les inscrire sur les systèmes d'alerte. Ça, c'est vraiment de l'adaptation sur le terrain. Il faut la massifier à tous les étages, à tous les niveaux. Et déjà, ça nous permet déjà au moins de comprendre les solutions et après on enclenche les solutions plus rapidement. Et quand vous voyez par exemple dans la jeune génération en particulier les actions de plus en plus radicales se multiplier, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi je les comprends parce qu'ils ont l'impression qu'on leur vole leur avenir. C'est-à-dire que ça fait 18 ans que je travaille sur ce sujet et c'est vrai que les politiques évoluent très difficilement. C'est-à-dire que les politiques, pas au sens politique, au sens application derrière et mise en œuvre de transformation territoriale.
on avance beaucoup sur la question du risque inondation depuis 20 ans. On n'a pas du tout avancé sur la question des sécheresses parce qu'on est pétrifié, j'ai envie de dire, depuis 5 ans, à les subir, à les regarder, à imaginer peut-être une carte qui nous préviendrait un peu au printemps, qui nous dirait exactement où seront les zones prédéterminées. Mais finalement, il suffit de lever son doigt et sentir le vent et finalement de comprendre où est-ce qu'il va y avoir un problème. Donc c'est des choses en réalité qui ne sont pas des actions concrètes. Et les actions concrètes, c'est une transformation. La transformation de notre agriculture, on n'a juste pas le choix. Et la transformation de nos villes aussi. Mais si je peux me permettre, et je voudrais le soumettre à Benoît, c'est quels fruits et légumes ne pourra-t-on plus cultiver en France et dans les pays voisins ? Bon, alors il y a la question du maïs. Le maïs, c'est un graminé tropical qui a besoin d'irrigation en surface parce qu'il n'a pas de racines profondes. Donc en fait, on a l'obligation de pouvoir l'irriguer. Donc ça pose la question du fait qu'on puisse irriguer soit par les rivières environnantes, soit en allant finalement chercher de l'eau dans la nappe. Et donc surtout, ça a besoin d'eau moins que le blé, mais dans la période où on a le moins d'eau. C'est-à-dire que là, on va avoir besoin d'arroser massivement jusqu'à mi-août. Sinon, on n'assure pas la production de maïs. Le problème, c'est qu'on a créé une dépendance majeure au maïs. On parlait du problème du bétail. Un autre problème majeur, c'est que 70% des terres dans l'OCDE, donc au niveau européen, sont dédiées à la culture principalement du maïs pour le bétail. Et donc, ça, c'est un problème majeur. Et c'est vrai que si on réduit notre parc carné, on va gagner en quantité de terres qui nous permettront de mieux nous nourrir. Et le problème, même au niveau de l'humanité, serait que l'humanité se mette à manger plus de viande, que ce soit en Inde ou que ce soit en Chine. Ce serait vraiment catastrophique pour nous parce qu'on n'aurait plus assez de terres arables pour réussir à fabriquer les céréales qui permettent de nourrir ces bovins. Donc, à un moment donné, on est en concurrence, nous, avec ces espèces bovines. Et ça doit nous poser la question du fait qu'il y a 10 000 ans, on avait 97% d'animaux sauvages dans la biomasse mondiale. Aujourd'hui, c'est 2%. On a à peu près 85% de la biomasse mondiale qui correspond à des bovins. C'est-à-dire qu'on a construit finalement une planète pour les vaches. Et donc, ça doit nous interroger. Et est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas diminuer, peut-être pas réduire totalement, mais diminuer drastiquement sa part de viande pour manger autrement? Et donc, c'est aussi ça, renouveler finalement cette question de l'agriculture, c'est changer de modèle, essayer de proposer quelque chose de différent. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Espagne, puisque en Espagne, on est vraiment sur une agriculture massive, une production agricole à faible coût, où on va produire, on le voit très bien, cette mer de plastique, qui nous montre un autre modèle. C'est-à-dire que là, on n'a déjà plus d'eau. Donc où est-ce qu'on va la chercher? Eh bien, effectivement, on va désaliniser l'eau de mer. Mais on a besoin de beaucoup de pétrole, beaucoup d'énergie pour désaliniser l'eau de mer. Un mètre cube, si vous voulez, dans la meilleure, dans la plus grande usine fraîchement inaugurée il y a une dizaine d'années à Barcelone, qui est aujourd'hui la plus grande usine de désalinisation d'Europe, eh bien, vous prenez un mètre cube d'eau, vous récupérez seulement 450 litres d'eau pure. Et puis ensuite, il faut les traiter, cette saumure, il faut traiter ces produits chimiques. Ça pose de sérieux problèmes et c'est souvent, quand on parlait du fait qu'il faut prévenir la population, il faut les accompagner, souvent j'entends les gens me dire mais de toutes les façons, on n'a peut-être plus d'eau, mais derrière on a de l'eau de mer, on n'a qu'à désaliniser, c'est facile. Et c'est vrai que c'est une idée assez rapide et il faut prendre le temps d'expliquer à quel point ça, ce ne sont peut-être pas des solutions. Et j'ajoute cette question, 8 milliards, comment définir un modèle agricole qui permette de nourrir 8 milliards de personnes? Effectivement, donc réduire de manière drastique sa part carnée. Pourquoi? Parce qu'on aura beaucoup plus vite des affamés que des assoiffés. Parce que si on manque d'eau, ce que l'on va surtout générer, c'est effectivement l'eau cachée dans notre assiette. On a une quantité d'eau extrêmement importante que l'on consomme tous les jours dans notre quotidien. Un Européen moyen, c'est 5 000 à 7 000 litres d'eau par jour qu'il consomme dans son activité, dans son quotidien. L'eau se cache partout. Elle se cache dans notre assiette. À peu près 1 kilocalorie, c'est 1 litre d'eau. Donc on consomme une assiette de 2000 kilocalories, c'est 2000 litres d'eau derrière. Cette eau, il faut la trouver. En général, on va la trouver, nous, au supermarché. Et donc, en fin de compte, c'est de l'eau d'ailleurs. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins d'eau d'ailleurs. Et donc, quand vous citiez l'exemple de l'Inde, il y a d'autres exemples moins, finalement, moins enjolivés, j'ai envie de dire. Notamment le fait qu'on surpompe massivement tellement dans les nappes qu'en réalité, on ne pompe plus que de l'eau avec des taux d'arsenic tellement importants que c'est aujourd'hui la première cause de mortalité infantile au monde. Donc, en fait, attention derrière au fait que nous avons besoin d'eau, mais nous avons besoin de respecter cette eau. Et le seul moyen de la respecter, c'est pas de la contrôler, c'est pas de mettre des barrages, des usines de désalinisation. C'est de respecter les terres, de transformer
transformer ces terres, de restaurer cette matière organique, parce que ces terres deviennent fertiles. Et ce que l'on crée chez nous, c'est de l'aриdification. Et on a commencé il y a très longtemps, parce que le croissant fertile, à la base, eh bien, il était justement de fait fertile. Et il ne l'est plus. Pourquoi? À partir Tigre, du moment... Euphrate, Nil, toute cette région-là. Exactement. À partir du moment où on a commencé à prélever dans les nappes souterraines et à générer des puits, on a ramené de l'eau salée et donc on a au fur et à mesure aridifié l'intégralité de la zone. On voit que cette aridification est en train de monter, qu'on ne tire pas des leçons de ce qui se passe. Il faudrait que pour la France, si on veut une France résiliente, on tire des leçons de ce qui se passe en Californie qui est devant un mur, on tire des leçons de ce qui se passe en Australie où on n'a plus que finalement des ronds sur satellite, où on voit partout la manière dont on a créé des sortes de puits pour garder de l'eau. On a des fleuves complètement à sec, on a des terres complètement asséchées. Prenons ces exemples et essayons de comprendre que les bassines, par exemple, qui sont un vrai problème, c'est une solution court-termiste. Certains agriculteurs notamment. C'est une solution que je comprends que les agriculteurs ont besoin, mais c'est une solution qui va durer 5 ans. Une fois qu'on a vidé la nappe, c'est fini. La nappe, elle s'affaisse et après, elle ne se renouvellera pas. Donc voilà un petit peu des pistes d'évolution. Éric Broquet, question de Frédéric, le pire va-t-il arriver beaucoup plus vite que prévu? Moi qui suis ce qui se passe ces dernières années, et je pense qu'on est plusieurs à le voir, et à être un peu des spectateurs de ce qui se déroule sous nos yeux, de tous ces paramètres. Parce que quand vous avez tous les éléments dans le système, même l'année 2021, qui paraissait être une année très pluvieuse, très froide, etc., vous regardez, il y a toute une frange qui n'a pas été concernée par ces gouttes froides successives. Et là, on a eu des feux du Var incontrôlables, on a eu des villages alimentés en eau potable dans l'Aude, et puis surtout, tout autour, on avait des feux gigantesques en Algérie, on avait 48,8 degrés en Sicile, la Grèce qui brûlait, l'Espagne sous un dôme de chaleur. C'est-à-dire que tout était chaud autour. Donc il faut sans doute s'adapter, s'habituer, j'ai envie de dire, avant de s'adapter à ces températures caniculaires et donc réfléchir comment doivent évoluer nos sociétés avec au moins les solutions qu'on a déjà, au moins les mettre en œuvre plutôt que de rester comme ça à finalement regarder ce monde évoluer et tout le monde... Moi j'ai beaucoup de gens qui me disent c'est trop tard, on est foutu. Et je crois que non, parce que la nature est résiliente, elle nous l'a montré pendant le confinement, tout renaît à un moment donné si on lui fout la paix. Quand vous avez cette question, le pire peut-il arriver plus vite que prévu? Vous avez l'impression de le vivre, vous le... Non, on y est déjà dedans. On l'avait déjà signalé il y a déjà 2-3 ans de cela qu'on arrivait vraiment sur un été et des étés de tous les dangers. On l'avait déjà prédit, on avait déjà alerté beaucoup de médias sur ce sujet-là juste avant l'été. Là, ce qu'on prédit surtout, c'est qu'il y a une question aussi d'épisode Cévenol qui va nous arriver d'ici 2-3 mois. Qui peuvent être potentiellement violents, parce qu'on sait qu'à un moment donné... Cette Cévenol, gros orage au moment de l'automne. En fait, si je peux me permettre juste, on a un gradient de température supérieur actuellement qui monte jusqu'à 6,5 degrés sur la mer Méditerranée. C'est-à-dire que la mer Méditerranée est en train de mourir sous nos yeux et finalement, on regarde un peu de loin et on montre des images de baigneurs, alors que la réalité, elle est quand même très grave. On monte à plus de 30 degrés dans certaines zones. Or, chaque degré supplémentaire de la mer Méditerranée représente une réserve d'humidité. Dès lors qu'on va avoir la période d'équinoxe avec l'arrivée de fronts froids d'Arctique, ils vont à un moment donné venir se confronter et pousser l'air chaud. Et plus l'air est chaud, plus finalement la réserve d'humidité sera importante, plus les précipitations, lorsqu'elles se confronteront au relief, et la rencontre de l'air chaud et l'air froid sera diluvienne. Donc il faut s'attendre à des pluies diluviennes. Et juste un point, en 2003, lorsqu'on a eu la canicule, on a eu ensuite, le 3 décembre 2003, des inondations extrêmement importantes. Ça avait été la première vigilance rouge Météo France émise sur le risque d'inondation dans l'Hérault et dans le Gard. Et elle s'est déroulée en décembre. C'est-à-dire qu'on a aussi cette saison de ces épisodes cévenols et méditerranéens qui se décalent dans le temps. Et on peut s'attendre à ce qu'ils soient plus violents, plus importants, et peut-être un peu moins vers septembre, mais finalement un peu plus loin. Et donc d'avoir encore ces épisodes à gérer jusqu'au mois de décembre. Éric Brocardi, la précision scientifique étant apportée. L'étape ultra concret pour finir. Emma Aziza, vous avez 10 secondes. Vaut mieux continuer à arroser mon jardin le soir, quitte à utiliser beaucoup d'eau, ou le laisser dépérir? Il vaut mieux acheter un collecteur de réseau d'eau qui permet de la collecter dès qu'il pleut et d'avoir cette eau justement à utiliser par la suite, parce que sinon le 2/3 repart dans l'atmosphère. Bien joué. Thèse, antithèse, synthèse. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Rediffusion 22h45.